Chers amis de la résistance française et de la réaction républicaine, bonjour. Nicolas Sarkozy, vous le savez, vient d'être condamné dans l'affaire Kadhafi à 5 ans de prison. Et il va être envoyé en prison. C'est le couronnement d'une kyrielle d'affaires pénales où son nom a été cité, où il a été impliqué, sans compter des affaires pénales où il n'a pas été impliqué et où sans doute il aurait dû l'être. Sarkozy a été condamné déjà 3 fois. La première fois dans l'affaire Bismuth de manière définitive. De manière définitive, c'est-à-dire première instance, appel, cassation. Et c'est pour cela qu'il porte un bracelet électronique à la cheville. La deuxième affaire, c'est l'affaire Big Malion, où il a été condamné en première instance et en appel, et on attend le pourvoi en cassation. Troisième affaire, donc l'affaire Kadhafi, où il a été condamné pour association de malfaiteurs. Là, il a fait appel, mais le parquet national financier a aussi fait appel parce qu'on n'a pas retenu tous les chefs d'accusation qu'il avait avancés. L'affaire Kadhafi, chers amis, est d'une gravité exceptionnelle. Elle est particulièrement crapuleuse. Elle commence en 2005, lorsque 2 acolytes de Nicolas Sarkozy, à l'époque ministre de l'Intérieur, qui n'étaient autres que Claude Guéant, son directeur de cabinet, et Brice Hortefeux, son ami intime, qui était aussi ministre délégué, sont allés successivement rencontrer, à Tripoli, capitale de la Libye, un certain Abdallah Senussi. Qui était Senussi? C'était le chef des services secrets libyens et il avait été condamné en 1999 à la peine de prison à perpétuité par contumace par un tribunal français pour l'attentat contre le DC-10 de la compagnie UTA qui avait fait 170 morts, dont 50 Français, 10 ans plus tôt. Donc, ces 2 fripouilles, Guéant et Hortefeux, tout honteux but, sont allés serrer la main d'un homme qui avait du sang sur les mains, et notamment du sang français. L'affaire principale, d'ailleurs, se complique d'une autre affaire pour subordination de témoins, parce que ultérieurement, Sarkozy et ses compères ou complices ont obtenu de Ziad Takieddine, l'intermédiaire, qu'il revint sur ses déclarations premières. Le but de ces visites en Libye, c'était d'obtenir de l'argent pour financer la campagne électorale qui allait venir en 2007, et qui allait d'ailleurs être victorieuse grâce à l'argent libyen de Nicolas Sarkozy. En 2007, une fois élu président de la République, Nicolas Sarkozy a reçu en grande pompe Kadhafi à l'Élysée. On se rappelle, on a une photo superbe, on voit Kadhafi serrant la main de Sarkozy. On sait que Kadhafi, qui aime bien faire du cinéma, a installé sa tente dans un jardin d'un hôtel particulier de Paris. Dans cette affaire, le parquet national financier a été vraiment admirable, il faut le dire. Il a réuni des preuves accablantes que je ne peux pas énumérer ici, mais que vous retrouverez dans la presse, et éventuellement, si vous pouvez le consulter, dans le jugement de 400 pages qui a été pris par le tribunal le 25 septembre 2025. Bien sûr, les premières preuves, ce sont les rendez-vous entre Hortefeux et Guéant d'une part, Senussi d'autre part. Ensuite, les mouvements financiers, l'argent qui arrive dans les comptes ouverts par Takieddine dans une banque suisse. Et le fait que Takieddine ensuite tire l'argent en espèces. Retire l'argent en espèces de ces banques suisses. Et on a d'ailleurs mieux, si je puis dire, au plus pittoresque ou dramatique, on a retrouvé le corps de l'ancien ministre du pétrole de Kadhafi dans le Danube. Mais on a aussi retrouvé son journal intime où il notait tout ce qu'il faisait. Et on retrouve dans son journal intime, qui n'était pas dans le Danube, qui était aux Pays-Bas, le fait qu'il a consigné que Kadhafi, que le régime libyen avait versé de l'argent à Sarkozy. Alors autant dire que
il y avait des arguments pour condamner Sarkozy comme on l'a fait. Le parquet national financier avait requis une condamnation pour Sarkozy et ses complices pour corruption, association de malfaiteurs, recel de détournement de fonds publics, financement illégal de campagne électorale. Le 27 mars 2025, après près de 24 heures de réquisition, le procureur a demandé que Nicolas Sarkozy fût condamné à 7 ans de prison ferme, 300 000 € d'amende et 5 années d'inéligibilité. Il avait dénoncé, je cite, « un pacte de corruption faustien avec l'un des dictateurs les plus infréquentables de la planète. » Et il avait ajouté, une fois élu président de la République, Sarkozy a poursuivi l'exécution du pacte de corruption en détournant les moyens de sa fonction pour favoriser les intérêts du régime libyen. Fin de citation. Et Stéphane Durand-Soufflant, qui est un des meilleurs, ou même le meilleur chroniqueur judiciaire de la presse française, mais malheureusement trop souvent partial et favorable à Sarkozy, a été obligé d'écrire « L'argumentation du parquet a été, dans l'ensemble, dévastatrice. » Alors l'histoire ne s'arrête pas là, puisque l'infamie a atteint son comble 4 ans plus tard. 4 ans plus tard, ce sont les printemps arabes. Alors les printemps arabes, c'est une réplique des révolutions de couleur qui ont eu lieu quelques années plus tôt, et qui sont toujours de la même façon, manigancées par la fondation Open Society, Société ouverte de George et Alexandre Soros, d'une part, par la CIA ou CIA, d'autre part, les services secrets américains. Et donc, profitant de cela, Nicolas Sarkozy, président de la République française, en 2011, donc, a lancé une offensive militaire contre la Libye. On ne peut pas dire qu'il avait la reconnaissance du ventre, puisqu'il devait à Kadhafi le financement de sa campagne électorale et donc probablement sa victoire de 2007. Et cette opération militaire s'est traduite par l'effondrement du régime. L'anarchie s'est établie en Libye, et 14 ans plus tard, en 2025, malheureusement, elle est toujours là. Au passage, Mouammar Kadhafi n'a pas été mis en jugement, ce qui aurait pu se traduire effectivement par sa condamnation à mort. Il a été assassiné. Il n'a pas pu dire ce qu'il savait. Il ne pourra plus jamais dire que Nicolas Sarkozy lui devait son élection de 2007. Alors on est, vous le voyez, très en deçà de la réalité. Quand on prend les chefs d'accusation qui ont été retenus, qui ont été énoncés par le parquet, et celles qui restaient dans la condamnation, corruption, détournement de fonds publics, financement illégal d'une campagne électorale, et aussi donc association de malfaiteurs, on est très en deçà de la réalité, car il s'agit de bien au-delà, il s'agit d'un crime de haute trahison. Un ministre de l'Intérieur et ensuite un président de la République, Sarkozy, s'est entendu de façon occulte avec un État étranger pour favoriser ses intérêts. Dans un pays mieux organisé ou mieux ordonné que le nôtre, il aurait été poursuivi pour haute trahison, donc, et condamné à mort si la peine de mort n'avait pas été abolie. Alors, bien que cela paraisse inimaginable, Sarkozy a fait bien pire encore, pour un crime pour lequel il ne sera jamais jugé. En effet, en 2007, juste après avoir été élu, il a signé le traité de Lisbonne, qui reprenait presque intégralement les dispositions du projet de constitution européenne qui avait été rejeté par le peuple par référendum en 2005, donc 2 ans plus tôt. Et il a fait adopter ce traité qu'il avait signé par le Parlement, et non par référendum, évidemment. Mais cette violation de la souveraineté populaire était un crime de forfaiture et de haute trahison. Là encore, il aurait dû être condamné, poursuivi et condamné. Il ne le sera jamais puisque le Parlement a été complice. Une majorité des parlementaires ont été complices et n'ont pas dénoncé, comme il l'aurait dû, la forfaiture. Il faut d'ailleurs savoir
que dans ce traité de Lisbonne, il était dit expressément que le droit européen était supérieur même aux constitutions nationales, ce qui signifiait que la France n'était plus souveraine. Donc, à ce titre, le Conseil constitutionnel aurait dû censurer le projet de traité, le projet de loi de ratification de ce traité. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait de façon hypocrite et scandaleuse en invoquant le fait que cette disposition était dans une annexe et pas dans le traité lui-même. Ce qui est absolument contraire à toute jurisprudence, toute habitude juridique, et donc ce qui est parfaitement condamnable. Alors les sophismes pour la défense de Sarkozy ont été innombrables. On dénonce une justice politique qui s'acharnerait sur un malheureux homme de droite. Alors je passe sur le fait que Sarkozy n'est pas vraiment un homme de droite. Les défenseurs de l'indéfendable Sarkozy disent par exemple que la note révélée par Mediapart en 2012, au moment de la campagne électorale que Sarkozy faisait pour être réélu président et qu'il a perdu contre François Hollande, était un faux. Et alors, en supposant même que cette note et cet article de Mediapart fussent des faux, ça ne changerait rien. Il y a déjà une abondance de preuves, sans cet article. Et d'ailleurs, on sait qu'il arrive parfois que des individus bien inspirés qui craignent qu'un coupable avéré échappe à la justice parce qu'on n'aurait pas assez de preuves, en fabriquent de fausses. Renseignez-vous par exemple sur l'affaire O.J. Simpson, ce sportif américain qui avait assassiné sa femme et l'amant de sa femme, et qui a été contre toute évidence relaxé au pénal, mais d'ailleurs condamné ensuite au civil. Car la justice américaine permet qu'on soit coupable au civil et innocent au pénal. Et songez aussi, alors l'affaire est un peu différente, et ce n'est pas le propos aujourd'hui d'en parler, mais quand même, de l'affaire Dreyfus, où Henri a fabriqué un faux qui ne servait à rien, puisque Dreyfus avait déjà été condamné. Et qu'on n'avait pas besoin de ce faux pour savoir qu'il était coupable. On a dans cette affaire, donc, aucune raison de s'intéresser à l'article de Mediapart. Alors on nous dit que la justice a été impitoyable à l'égard de Nicolas Sarkozy, qu'elle a été partiale. Or, quand on reprend le fil des événements, on s'aperçoit qu'elle a été plutôt bien indulgente avec lui. Commençons par l'affaire Karachi. On est en 1995, Édouard Balladur est Premier ministre, et il a fait financer sa campagne électorale présidentielle malheureuse, il a perdu contre Chirac et contre Jospin, puisqu'il a été éliminé au premier tour, et il a fait financer sa campagne électorale par des rétrocommissions, c'est-à-dire par le reversement de pots de vin versés à des responsables étrangers qui devaient acheter des sous-marins et qui ont acheté des sous-marins français. C'est une affaire d'ailleurs qui a abouti tragiquement à la mort de plusieurs dizaines de Français parce que Jacques Chirac a cru bon d'arrêter le versement de ces pots de vin qui avaient été promis. Pour en venir à Balladur, donc il a été relaxé par la Cour de justice de la République, bizarrement, comme s'il n'était pas au courant. En revanche, ses collaborateurs directs à Matignon avaient été condamnés, eux, par la justice ordinaire, pour corruption, détournement de fonds publics, ainsi de suite. Quant à Nicolas Sarkozy, il était à l'époque directeur de campagne de Balladur, il était ministre du Budget, et en tant que directeur de campagne, il pouvait difficilement ne pas être au courant du financement crapuleux de cette campagne. Et puis encore, comme ministre du Budget, il avait autorisé la création d'une société écran à Luxembourg qui a servi au retour des rétrocommissions. Donc il aurait dû être impliqué, normalement, et poursuivi comme les autres, pour complicité dans cette affaire gravissime. Il ne l'a pas été.
Deuxième affaire qui montre l'indulgence de la justice, l'affaire Big Malion. Alors là, c'est la campagne électorale, encore présidentielle, mais cette fois-ci de 2012. En 2012, voulant absolument être réélu, Sarkozy a dépensé 40 millions d'euros pour sa campagne, qu'il a quand même perdu, alors que le plafond fixé par la loi était de 20 millions d'euros. Comment a-t-il fait ? Il a fait financer la différence de 20 millions d'euros par le parti UMP, de manière parfaitement illégale, grâce à un système de fausses factures, et ce qui a conduit la justice à poursuivre, d'une part, les dirigeants de la société Big Malion qui organisaient les réunions publiques de Sarkozy, d'autre part, les collaborateurs de l'UMP, pour abus de biens sociaux, recel, complicité. Bizarrement, là encore, on n'a pas poursuivi Jean-François Copé, qui était à l'époque président de l'UMP. Comme s'il avait été dans l'ignorance de ce que faisaient ses collaborateurs. Quant à Sarkozy, il n'a été poursuivi que pour un délit mineur, le dépassement de dépenses de campagne. Alors qu'il aurait dû, en bonne logique, être poursuivi pour recel d'abus de biens sociaux. Indulgence. Et même dans l'affaire Kadhafi, la justice vient d'être indulgente. Elle n'a retenu qu'un chef d'accusation sur 4, association de malfaiteurs. En pensant, le tribunal a estimé qu'on n'avait pas la preuve absolue que l'argent fourni par la Libye était arrivé à bon port, c'est-à-dire dans la campagne de Sarkozy. Franchement, il faut l'entendre pour le croire. Hein. Le PNF avait pourtant apporté toutes les preuves. On suit l'argent qui part de Libye, qui arrive dans les caisses de Ziad Takieddine, dans une banque suisse. On voit que Takieddine a relevé l'argent en espèces, mais ensuite, certes, on n'a pas la preuve que ce soit arrivé jusqu'au bout. On n'a pas la preuve. Mais c'est pourtant évident. Si Takieddine avait gardé l'argent pour lui, pourquoi l'aurait-il retiré en espèces ? Et si Takieddine avait gardé l'argent pour lui, il ne serait pas resté en bonne intelligence avec l'équipe de Sarkozy comme il l'a été pendant des années. Non, ça n'a strictement aucun sens. Et on peut espérer qu'en appel, le PNF sera complètement entendu et que les 4 chefs d'accusation seront retenus. Dans l'affaire Bismuth, puisqu'il avait été condamné, Sarkozy a été radié de l'ordre de la Légion d'honneur. Ce fut un tollé. Et pour se défendre, le général François Lecointre, grand chancelier de l'ordre de la Légion d'honneur, a déclaré dans le Figaro, dans les colonnes du Figaro, « L'ancien soldat que je demeurerai toute ma vie est viscéralement attaché à la règle. » Fin de citation. Or, l'article L61 du Code de la Légion d'honneur dit que toute personne condamnée à une peine d'emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à 1 an est exclue de l'ordre de la Légion d'honneur. C'était le cas de Nicolas Sarkozy, il fallait donc qu'il fût exclu. Et personne ne pouvait reprocher au général Lecointre d'avoir appliqué la loi. Alors ce fut un tollé de protestations indignées. On ne pouvait pas s'attendre à beaucoup mieux de la part de Regueno, mais on est un petit peu étonné que Bardella ait joint sa voix au cœur des hypocrites. Jordan Bardella, président du Rassemblement national, est allé et a fait savoir rendre visite à Nicolas Sarkozy pour le soutenir, pour lui apporter son soutien. Alors évidemment, c'est problématique, puisque Sarkozy, je viens de le dire, était l'auteur, le signataire du traité de Lisbonne qui portait atteinte à la souveraineté nationale de la France. Traité de Lisbonne auquel le FN ou le RN s'était opposé en son temps. Et quand on est le président d'un parti qui se veut eurosceptique, qui prétend défendre la souveraineté nationale, c'est quand même bizarre de manifester tant de sympathie pour Nicolas Sarkozy. Mais mon sujet n'est pas politique. Je veux rester sur le plan strictement juridique pour discuter de la culpabilité ou de l'innocence de Nicolas Sarkozy. Dans l'affaire Bismuth, la culpabilité de Nicolas Sarkozy ne faisait strictement aucun doute. Le Monde avait publié les enregistrements de Nicolas Sarkozy avec son avocat, maître Thierry Herzog. Et ils ont organisé un pacte de corruption. Il s'agissait d'obtenir du procureur général de la Cour de cassation, à l'époque Gilles Azibert, qu'il intervint auprès de la formation de jugement
pour que Sarkozy puisse récupérer son agenda qui lui avait été confisqué dans une affaire antérieure. Les propos ne laissaient aucun doute sur la culpabilité. Et en appel, le procureur a dit qu'on avait rarement une preuve matérielle aussi irréfutable de la culpabilité dans une affaire de corruption. C'est souvent très difficile d'apporter la preuve. C'est-à-dire pourquoi le tribunal, dans l'affaire Kadhafi, a cru bon de s'en tenir à l'association de malfaiteurs. Alors, on a ensuite invoqué contre cette condamnation le fait qu'on n'avait pas le droit d'écouter l'enregistrement des écoutes, des conversations. On n'avait pas le droit d'enregistrer les conversations d'un justiciable avec son avocat. Ce n'est pas ce que les juges ont pensé. Il faut quand même savoir que dans l'affaire Bismuth, Sarkozy a été condamné, ou reconnu coupable plutôt, 7 fois de suite, par les juges d'instruction, et ensuite, à la fois par le parquet et par le tribunal, aux 3 niveaux de juridiction, première instance, appel et cassation. Cette belle unanimité des magistrats devrait quand même persuader les plus sceptiques ou les plus favorables à Sarkozy que sa culpabilité ne faisait aucun doute. Alors on dit « Ah oui, mais attention, donc on n'avait pas le droit d'écouter ces conversations. » Bon, encore une fois, la justice en a décidé autrement, et c'est normal, parce que le rôle d'un avocat n'est pas d'organiser une corruption, un pacte de corruption avec son client. Donc on ne peut pas dire que Thierry Herzog était dans sa fonction d'avocat. Ils ont aussi dit, oui, mais, enfin je parle des défenseurs de Sarkozy, mais attention, mais, 1, Sarkozy n'a pas obtenu satisfaction, son pourvoi a été rejeté, et 2, Azibert n'a pas obtenu ce qui lui était promis. Alors, si Sarkozy n'a pas obtenu satisfaction, ça prouve tout au plus, que l'influence de Gilbert Azibert sur la formation de jugement était limitée. Mais à ma connaissance, et sauf erreur, il n'empêche que le procureur près de la formation de jugement avait requis en faveur de Sarkozy. Deuxièmement, il est vrai que Azibert n'a pas obtenu le poste à Monaco qui lui avait été promis et qui lui aurait donné un complément de rémunération fort intéressant après sa mise à la retraite qui devait être prochaine. Mais là, écoutez, l'objection est aberrante. Que s'est-il passé ? Donc, Sarkozy avait pris un abonnement téléphonique au nom de Bismuth. Bismuth était un juif israélien, et qui n'était plus en France d'ailleurs, donc. Et Sarkozy, ayant une ligne complètement indépendante, pensait que ses conversations avec Herzog, qui lui-même avait une autre ligne, une ligne particulière, ne pouvaient pas être écoutées par la police. Mais une taupe a révélé à Herzog et Sarkozy qu'ils étaient écoutés. Alors du jour au lendemain, ils ont changé de ton. Et évidemment, il n'était plus question pour Sarkozy d'intervenir à Monaco pour obtenir la prébende qui était promise à Gilbert Azibert. Alors, on ne sait jamais, il est possible que Sarkozy obtienne satisfaction devant la Cour européenne des droits de l'homme. J'ai dit qu'il avait été condamné définitivement dans l'affaire Bismuth, mais sa défense disait qu'on n'avait pas le droit d'écouter ses conversations avec Herzog, et c'est un argument qu'il a présenté devant la CEDH. Il est possible qu'il obtienne satisfaction, on ne sait jamais, peut-être. Il est possible que pour des raisons de forme, la CEDH annule la procédure, et que Sarkozy soit donc finalement relaxé. Mais ça ne changera rien, évidemment, à sa culpabilité sur le fond. Ça me fait penser à une affaire croquignolesque qui a eu lieu à New York. Un juif avait assassiné un dirigeant palestinien. Le FBI ou FBI avait réuni des preuves irréfutables qui montraient sa culpabilité. Mais le juge, qui était juif aussi, a estimé que le FBI n'avait pas respecté la procédure et que donc ces preuves ne pouvaient pas être retenues. Et donc, qu'a-t-il fait ? Il a relaxé le criminel, dont pourtant la culpabilité était certaine. Alors c'est un bon exemple des aberrations de l'état de droit, ou du prétendu état de droit. On se permet de relaxer des criminels ou des délinquants, alors que les preuves sont bel et bien constituées. Alors à ce stade, je tiens à préciser que je suis parfaitement objectif. Alors il va de soi que si je prends la peine de dresser le bilan calamiteux des affaires pénales de Sarkozy, c'est que je ne le suis pas favorable politiquement. Je le tiens pour un adversaire politique. Pour autant,
Je suis parfaitement objectif. Et je vais le démontrer. Dans l'affaire Bettencourt, Sarkozy a été poursuivi pour abus de faiblesse par le juge Gentil, qui n'était pas d'un caractère conforme à son nom, alors qu'il n'y avait pas lieu de le faire. Liliane Bettencourt, milliardaire de son État, recevait souvent des hommes politiques et à chaque fois elle leur remettait depuis toujours des enveloppes ou des sacoches remplies de billets de banque. Elle était généreuse. Et bien qu'elle ne fût pas de la première jeunesse, elle n'était pas du tout gâteuse. Elle était parfaitement consciente de ce qu'elle faisait et qu'elle avait toujours fait. Donc nul abus de faiblesse en l'occurrence. Et le juge Gentil, Jean-Michel Gentil, a été obligé, in fine, d'abandonner ses poursuites. Et donc j'ai toujours dit dans cette affaire que Sarkozy était innocent. Je n'ai jamais cru qu'il fût coupable, quelle que fût l'opinion politique que j'avais de lui. Une autre affaire complètement différente pourra vous persuader de mon objectivité, ce sont même deux affaires Strauss-Kahn. Vous savez que Strauss-Kahn... Alors je n'ai évidemment pas une opinion très favorable à Strauss-Kahn, pas seulement parce que c'est un homme de gauche, mais parce que aussi c'est un être abject. Il est à la fois érotomane, vicieux, échangiste et partouzard. Et donc, il est ignoble. Pour autant, j'ai toujours dit qu'il était innocent dans les deux affaires où il était impliqué. L'affaire du Sofitel de New York, où il a été accusé de viol, et l'affaire du Carlton de Lille, où il a été accusé de proxénétisme. Ces deux affaires, finalement, d'ailleurs, ont abouti à relax, justifié son acquittement. J'ai donc simplement ajouté que vraisemblablement, dans l'affaire du Sofitel de New York, il y avait eu un complot. Et je soutiens pour ma part que, selon toute vraisemblance, l'auteur du complot n'est autre que Nicolas Sarkozy lui-même, qui a voulu éliminer un candidat redoutable pour la campagne de 2012. J'ajoute pour être complet que, bien que je ne porte pas, ce n'est pas du même niveau, la funeste Marine Le Pen dans mon cœur, j'ai soutenu qu'elle était innocente, et j'ai même fait un éditorial sur le sujet, dans l'affaire des assistants parlementaires, où elle a été condamnée pour détournement de fonds publics. En réalité, cette condamnation était conforme à la jurisprudence, mais je soutiens que cette jurisprudence est contestable, qu'elle est de mauvaise aloi et qu'elle devrait être abandonnée. Et donc, j'estime que, objectivement, elle est innocente. Alors, de manière extraordinaire, d'ailleurs, l'affaire Bismuth était au carrefour de 4 affaires. Bismuth elle-même, évidemment. Deuxièmement, l'affaire Bettencourt. Parce que le carnet d'adresse ou le carnet de rendez-vous agenda de Nicolas Sarkozy, qu'il voulait récupérer, avait été saisi dans l'affaire Bettencourt. Troisième affaire, l'affaire Kadhafi. Parce que pourquoi Sarkozy était-il sur écoute? C'était parce que le PNF voulait recueillir des preuves dans l'affaire Kadhafi. Et ces écoutes ont abouti à une affaire complètement différente, qui est donc l'affaire dite Bismuth. Mais quatrième affaire, pourquoi Sarkozy voulait-il absolument récupérer son agenda? Parce que son agenda retraçait les dizaines de rendez-vous qu'il avait eus à l'Élysée avec l'escroc Bernard Tapie. Rendez-vous qui ont abouti à un arbitrage frauduleux par lequel Bernard Tapie a reçu un cadeau de 403 millions d'euros, excusez du peu, dans le contentieux qu'il avait avec le Crédit Lyonnais, dans la sombre affaire Adidas. Bernard Tapie aurait dû être condamné, mais il est mort avant sa condamnation. Et ses complices, et en particulier ceux qui avaient fait l'arbitrage, ont été, eux, condamnés. Alors, pour ce qui est de Sarkozy, ses agissements étaient couverts par l'immunité présidentielle. Pour autant, il n'avait pas intérêt politiquement à ce que l'on sût qu'il était impliqué à ce point dans cette affaire crapuleuse. Et il voulait aussi éviter que ces rendez-vous fussent livrés à la justice et qu'il pût conduire les juges à condamner les arbitres convaincus qu'ils seraient de l'intervention de Sarkozy dans cette affaire crapuleuse.
La liste des affaires où Sarkozy a été impliqué est assez nombreuse. Je ne pourrais pas être exhaustif, mais j'ai au moins relevé les suivantes. Affaire Karachi, 1995. Affaire Kadhafi, 2007. Affaire Tapi, 2008. Affaire du Qatar, 2010. Affaire des sondages de l'Élysée, 2011. Affaire de Courbit, 2012. Affaire Big Malion, 2012 aussi. Affaire dite Bismuth, 2014. Alors ces affaires, évidemment, sont d'une gravité très variable, mais certaines, nous l'avons vu, sont gravissimes. Qui se ressemble, s'assemble, dit-on. On n'est donc pas étonné que de nombreux collaborateurs ou amis de Sarkozy ont franchi la ligne jaune de la probité. Claude Guéant avait déjà été condamné pour détournement de fonds publics, parce que, étant ministre de l'Intérieur, il avait mis dans sa poche les primes destinées aux agents méritants de son administration. François Pérolle, qui était secrétaire général adjoint de l'Élysée et qui actuellement la Banque Rothschild, secrétaire général de l'Élysée sous Sarkozy, avait organisé en tant que tel, dans ses fonctions, la fusion des caisses d'épargne et des banques populaires qui aboutit à la création de la BPCE, Banque Populaire Caisse d'Épargne. Et aussitôt après la création de cette nouvelle entité, il en est devenu président. C'est ce qu'on appelle en clair une prise illégale d'intérêt. Donc il a été poursuivi comme tel par la justice, par le parquet, qui a requis une condamnation à la prison, 2 ans de prison, en première instance, et en appel. Pérolle a été relaxé, on se demande pourquoi, car les faits paraissent patents. Alors je ne vais pas entrer dans les détails de toutes ces affaires de ses collaborateurs ou amis, mais je vais quand même donner la liste. Elle est longue comme un jour sans pain, et encore une fois, je ne pourrais pas être exhaustif. Citons dans le désordre David Layan, Patrick Balkany et son épouse, Isabelle, Jean-François Étienne Desrosiers, ça c'est le Kazakh Gate, Joël Secaldi Reynaud, Éric Woerth, Bernard Scarsini, Stéphane Corbit, Catherine Vautrin, Alain Carignon. Excusez du peu. Plus coupable que Sarkozy, on meurt.